évolutions dans les paysages énergétiques et dans les pratiques de consommation d'énergie sont liées. Donc ça, c'est les deux grands phénomènes que j'ai pu constater en faisant cette étude. Donc, premier phénomène, c'est celui qu'on pourrait dire l'invisibilisation de l'énergie du paysage urbain à Montréal au cours du 20e siècle. Donc, on est passé d'un paysage urbain où le bois et le charbon étaient omniprésents dans la vie des gens, étaient très visibles dans l'espace, des espaces d'entreposage, de transport de bois et de charbon étaient très présents, à graduellement une invisibilisation des réseaux d'énergie, donc avec le remplacement du bois et du charbon par le réseau électrique et éventuellement par le pétrole, ces infrastructures sont devenues moins visibles et ont disparu du paysage urbain. Donc, la pression d'un simple bouton permettait d'actionner une machine, de performer un service énergétique comme le chauffage, etc. Et ça, c'est lié au deuxième phénomène, celui donc de la croissance de la consommation d'énergie, particulièrement dans la période après la Seconde Guerre mondiale des 30 Glorieuses, où il y a eu une explosion qui est due effectivement à la croissance démographique, mais aussi à une intensification des services énergétiques, donc des besoins pour lesquels on utilise de l'énergie. Et ça, c'est aussi lié à la hausse du confort en général et à la hausse du confort thermique, donc une hausse des températures de chauffage qui est particulièrement important dans un contexte froid comme au Québec, à Montréal spécifiquement. Et le pari de la thèse, c'était de lier ces deux phénomènes, de dire que l'invisibilisation des paysages énergétiques est liée à la hausse de la consommation, puisque ces systèmes énergétiques qui sont souterrains, relativement invisibles, permettent et promettent une énergie abondante, bon marché, qu'il est plus facile de mobiliser. Et donc, ça explique la hausse de cette consommation. Évidemment, c'est une thèse historique, donc elle n'a pas une visée d'application directe en politique publique, disons, mais je pense qu'elle peut quand même éclairer les choix qui sont faits par les décideurs aujourd'hui, puisque, donc, je pars du constat que les transitions énergétiques du passé, du présent et du futur sont liées. Donc, comprendre le passé, c'est utile pour comprendre les choix qu'il faut faire par rapport au système énergétique urbain aujourd'hui et demain. Un exemple, c'est tout simplement que les infrastructures énergétiques vont verrouiller dans l'espace, une fois qu'elles sont construites, certains usages et pétrifier certains rapports de pouvoir. Donc, une fois qu'elles sont construites, avec des outils propres à une certaine période historique, elles vont perdurer dans le temps et nous imposer certains usages et même une certaine vision du monde et une utilisation de l'espace. Donc ça, c'est la première chose. Dans un registre différent, un chapitre en particulier dans ma thèse sur lequel j'ai travaillé, c'est les prévisions de demande d'électricité qui ont été formulées par Hydro-Québec, qui est l'équivalent de EDF au Québec, dans les années 1960 et 1970. Et ce chapitre-là montre bien que les prévisions de demande d'électricité ne sont pas neutres, objectives, simplement des modèles mathématiques qui reflèteraient une réalité de ce que le futur va devenir, mais plutôt reflète des préoccupations, des intérêts, des jeux de pouvoir des acteurs qui formulent ces prévisions et qui espèrent voir advenir un futur qui va reproduire certaines manières d'aménager le territoire ou de consommer de l'énergie et qu'il faut les comprendre spécifiquement comme ça et pas uniquement comme des modèles objectifs de prévoir un futur désincarné. Avoir un financement, c'est extrêmement important pour mener une thèse à bien, puisque idéalement, c'est mieux de pouvoir s'y consacrer à temps plein. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qui a fonctionné pour moi, je peux pas dire que ça fonctionne pour tout le monde, mais une fois ce financement obtenu, c'est de voir la thèse comme un travail, finalement, un emploi du lundi au vendredi, de 9h à 17h, et vraiment déconnecter de ça le soir et la fin de semaine, éventuellement prendre assez de vacances pour pouvoir vraiment faire une dissociation entre le travail académique, si on veut, et les loisirs, qui permet, une fois qu'on revient au bureau, je trouve, dans mon cas, d'être plus productif et aussi plus capable de se concentrer.